Bienvenue dans The Big Shift, Laurent. Merci. Ravi de te retrouver au studio, à la maison. Très content, c'est une maison super. Ah, c'est gentil, c'est sympa. C'est Noël dans 3 jours au moment de la sortie de cet épisode et pour ça, on a un gros cadeau pour vous, les auditeurs. On va parler de compta. Bon, restez là, c'est beaucoup plus intéressant que ce que vous imaginez. La compta, c'est un peu comme... On le voit un peu comme la dernière roue du carrosse, tu sais, dans l'entreprise. C'est ceux qui tapent sur les doigts quand tous les chiffres sont pas bien renseignés, bien bons, etc. C'est un peu le truc chiant à faire, mais par lequel il faut passer. Et il y a des structures qui sont très normées. On a l'impression que c'est immuable un peu, tu vois, la compta. Mais en fait, elle a un pouvoir qui est phénoménal parce que la compta, elle décide ce qui a de la valeur, ce qui n'en a pas, ce qui en perd, ce qui en gagne. Et vous voyez peut-être un peu où je veux en venir. On va parler de comptabilité écologique. Qu'est-ce qui devrait avoir de la valeur ? Et une raison pour laquelle je voulais enregistrer cet épisode, et je ne pense pas te l'avoir dit, c'est parce que j'ai enregistré un épisode avec Romain Tessèdre de Fago à la rentrée en septembre dans leur Forest House en Normandie. C'était très sympa. Et on a parlé d'entreprises régénératives. Et dans ce cadre-là, en préparant cet épisode, je m'étais rendu compte que il y avait un économiste qui s'appelle Costanza qui a estimé le potentiel des services écosystémiques à 125 000 milliards de dollars par an pour le monde. Quand on regarde le PIB mondial, je crois qu'on est autour de 80-90 000 milliards, donc ça veut dire que les services écosystémiques représentent plus de 1,5 fois le PIB mondial. Et que ça, on le voit nulle part dans la comptabilité, donc dans les chiffres, dans les transactions, etc. C'est vu nulle part. En gros, ce que ça veut dire pour ceux qui n'ont pas trop compris, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on produit 1 euro de PIB, 1 euro de valeur ajoutée, on utilise 1,5 euro de nature pour le faire. Et que cette nature-là, on se l'accapare, en tout cas on l'utilise et on considère qu'elle est gratuite. Et donc, je ne veux pas vous spoiler plus parce qu'on va expliquer tout ça dans l'épisode, mais aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça avec Florent. Et puis, je te laisse te présenter et puis nous dire pourquoi est-ce que c'est toi qu'on a choisi pour discuter de ce sujet-là. Pourquoi on a choisi, ça c'est toi qui as la réponse, mais je me présente, je suis Florent, moi je suis diplômé d'une école de commerce, je ne suis pas expert comptable. Les cours de compta, pour être franc avec toi, c'était aussi la dernière roue du carrosse par rapport au marketing, ou à la stratégie, la géopolitique, tout ça. Le SCP, ça me faisait rêver, mais la compta, bof. Et donc j'ai quand même orienté ma carrière autour du contrôle de gestion, du conseil et de la compta. Et puis maintenant, j'ai vraiment choisi de m'engager dans les comptabilités socio-environnementales ou écologiques. Je ne vais pas me battre sur les termes. Il y a 1 an et demi à peu près, j'ai repris une petite société qui s'appelle Tech for Life et qui œuvre assez spécifiquement sur ce sujet-là, en faisant des études, en faisant de la formation, à la fois digitale et présentielle, et puis en faisant de l'accompagnement, du conseil, si tu veux, à certaines entreprises qui essayent d'expérimenter de nouvelles comptabilités qui essaient de compter ce qui compte. Ton introduction était super intéressante avec les services écosystémiques. J'espère qu'on reviendra sur la valeur de la nature. Évidemment, bien sûr. Ouais, voilà. On a été mis en relation par Pierre Gilbert qui a fondé une plateforme de masterclass, donc des formations un peu à la Netflix en mini-épisodes de 30 minutes. Tu as enregistré avec lui du coup une formation d'une dizaine d'heures sur la comptabilité de demain, donc la comptabilité essentiellement comment est-ce qu'on prend en compte l'écologie dans cette comptabilité. Je vous conseille d'ailleurs, le lien vers la formation sera dans l'épisode, il sort dans 1 mois je crois, c'est ça ? C'est ça, on a enregistré il y a 2 semaines, c'était éreintant mais passionnant. J'ai vraiment adoré mettre en ordre tout ce que j'avais appris et pratiqué pour le restituer dans un format digital. Je trouvais ça génial l'exercice. Et si vous voulez vous former, envoyez-moi un petit message et puis je suis sûr que j'obtiendrai une petite réduction pour les auditeurs de The Big Shift auprès de Pierre. C'est certain qu'on arrivera à faire ça pour vous. Écoute, commençons. On a commencé cette introduction en parlant des écosystèmes, des services. Est-ce qu'on pourrait définir ce que c'est qu'un service écosystémique qui est rendu par la nature à une entreprise qui en profite ? Je voudrais d'abord mettre une limite mystique. Je suis désolé, Xavier. Je vais mettre une limite mystique à ce qu'on va développer. C'est passionnant ce qu'on va développer, c'est très important, mais je vais mettre ce que j'appelle une limite mystique, c'est-à-dire que la nature n'a pas de prix.
mais sa maintenance a un coût. Et tout ce qu'on va dire, il y a un poème que je récite dans le Corsator, un poème d'une Anglaise qui dit « Je regarde une étoile filante, elle est trop belle pour avoir un prix, elle ne sert qu'à une chose, c'est à faire un vœu. » Tu vois? Et donc, la nature, quand tu vas vouloir lui mettre un prix, il y aurait toujours moyen de trouver plus de prix. La nature, elle a un prix infini. Mais on va faire une convention et on va expliquer pourquoi, parce qu'elle va être utile à prendre conscience. Le 1,2, en fait, je suis dans tout ton raisonnement, mais je voudrais dire qu'il n'y a pas que les services systémiques, il y a une vision mystique qui va au-delà de ça et qu'on ne cherche pas à éradiquer. Par contre, on met ce chiffre de 1,25, je crois que c'était sur ce ratio, il y a d'autres ratios qui sont beaucoup plus grands, puisqu'il y a beaucoup d'estimations différentes des services écosystémiques. Un service écosystémique, c'est quoi? C'est quelque chose qui va nous donner, qui va nous être utile d'une certaine manière. Donc, la forêt fait du bois, qui fait des meubles, ça, c'est un service écosystémique. L'abeille pollinise les plantes, la fleur, et bien ça, c'est un service écosystémique. L'eau nous désaltère, on pourrait dire que c'est un service écosystémique, tu vois. On reviendra sur ce sujet, oui. Voilà, donc, ces services... On en bénéficie, mais on les considère comme gratuits et infinis. Gratuits, c'est vrai qu'ils ne nous envoient pas la facture aujourd'hui, mais on pourra en reparler. La nature, de temps en temps, elle te renvoie la facture après, si tu veux, tu vois, quand il a maltraité vraiment d'une certaine manière. Voilà, quand il n'est plus là, le service, là, tu commences à te rendre compte de ce que tu as perdu. Là, maintenant, la nature n'a pas de prix, mais sa maintenance a un coût. Et si tu ne t'occupes pas de le maintenir en état, tu vas payer en fin de compte. Donc, tu vois, et puis... elle est comme un actionnaire, en fait. On va arriver là-dessus, mais comme un actionnaire, tu as prêté de l'argent et finalement, ta compta, elle sert à savoir combien va falloir que tu le rendes au bout du compte. C'est ça, la compta, depuis 5 siècles. Eh bien, la nature, elle te prête plein de trucs dont tu ne te rends pas compte depuis les Lumières, qu'on posait le postulat que la nature était infinie et gratuite. Eh bien, ça, c'est un postulat qui nous a amené un peu dans le mur, on l'a vu. Et on va essayer de prendre conscience de la valeur de ce qu'elle m'a prêté pour me dire qu'est-ce que je vais lui rendre, en fait. Et derrière ça, c'est pas seulement à elle, c'est aussi aux générations futures, parce qu'il y a une question d'habitabilité, évidemment, de la Terre, dont on prend parfaitement conscience aujourd'hui avec les limites planétaires. Donc, en fait, l'enjeu, il va être que la préservation d'un capital, quand tu es chef d'entreprise, un actionnaire t'a prêté 1 million, chaque année, tu gagnes 100 000 balles ou tu perds ou quoi, et ben ton enjeu est de préserver ce capital à minima et de le faire fructifier si c'est possible. L'entreprise régénérative, elle va essayer de faire fructifier ce que la nature t'a prêté. Bah écoute, hyper intéressant, et en fait, je me rends compte qu'en préparant cet épisode, j'avais pas du tout abordé la question philosophique de est-ce qu'il faut mettre un coup à la nature? Je me suis tout de suite dit, bah oui, évidemment, c'est forcément positif de donner un coup à la nature parce que tu te rends compte de ce que tu prends, et tu te rends compte, parce que si tu... En fait, un coût, c'est un volume fois la rareté de ce qu'on récupère, en gros. Ouais. Et donner ce coût, je me suis dit, bah, c'est forcément une façon de se dire « Ah, voilà, j'ai consommé tant ». Parce que sinon, on le suit pas forcément. Mais je me suis pas du tout posé la question de savoir si c'était forcément bien de codifier ça et de le mettre dans nos tableaux Excel, quoi. Ce qui serait mauvais, c'est de se dire que la nature vaut 2500 milliards et que ça. Ça serait horrible parce qu'on oublierait des tas de trucs, en fait. Ne serait-ce parce qu'on ne la connaît pas, la nature. Par exemple, les espèces vivantes. Si tu dis chaque espèce vivante vaut tant, donc l'écosystème vaut tant, on ne les connaît pas. Donc, il faut reconnaître qu'on n'a pas la maîtrise de la nature. Mais c'est un détour, on va la valoriser pour mesurer des ordres de grandeur et pour moi, pour rééquilibrer un rapport entre la redevabilité qu'on a vis-à-vis de notre dirigeant ou de notre actionnaire. Ok, il m'a prêté 1 million, je lui dois beaucoup. Eh ben, il y a quelqu'un d'autre à qui tu dois beaucoup, qui est un grand silencieux, un grand absent de la comptabilité aujourd'hui, et c'est ce qu'on veut faire changer. Et ce grand absent, c'est les services écosystémiques. Tu peux dire aussi des aspects sociaux autour de ça, mais commençons par la nature. Voilà. La nature t'a prêté beaucoup et pas... On peut l'estimer à ça. Tu vois, c'est pas la nature vaut tant, mais il faut que tu prennes conscience de ce que la nature t'a prêté à hauteur de, tu disais, plus que le PIB, tu vois. Et il y a des gens qui disent 2 fois plus. Il y a des gens qui font des bilans des entreprises avec mon bilan économique, c'est ça. Puis après, j'ai des couches de bilan qui sont pas économiques, mais sociaux, environnementales. Ils disent, en général, c'est 2 fois plus. Donc, tu peux encore plus montrer.
Ce qui est important, c'est de s'ouvrir l'esprit à ce que les entreprises doivent aussi à la nature, comme elles doivent à leurs actionnaires. Et moi, je rêve du moment où la publication des comptes naturels d'une entreprise, le chef d'entreprise que j'ai été dans ma carrière sera aussi stressé et pétoché que dans son conseil d'administration. Tu vois, le conseil d'administration, il passe devant l'actionnaire peut lui dire dehors et tout. Et ben, il est stressé parce que j'ai bien préparé mes slides et tout. Et ben, je trouve qu'on devrait reporter ce qu'on a fait à la nature avec le même stress. C'est pas... Ouais. Mais historiquement alors, si on revient un peu, donc tu disais les Lumières, postulat de nature infinie, nature gratuite. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que la comptabilité aujourd'hui, on ne prenne pas du tout en compte? Est-ce que c'est une histoire de colonisation? Est-ce que c'est une histoire d'appropriation de territoires sur lesquels on est? Pourquoi est-ce que dans la comptabilité aujourd'hui, on ne prend pas du tout en compte ces critères? Alors, je voudrais d'abord poser une chose avant de te répondre plus précisément, c'est que la compta, c'est une représentation, c'est un langage. Hein, c'est un langage chiffré. Compter étymologiquement, c'est-à-dire comme putare, comme c'est avec, compagnon, et puis putare, putatif, c'est l'expérience de la pensée. En fait, la comptabilité, c'est penser avec. Alors, tu peux dire c'est penser avec des chiffres, ou c'est penser avec des contreparties, que ce soit mon actionnaire ou mon fournisseur. Tu sais, les comptes, c'est toujours en partie double, avec ça va à gauche et ça va à droite, et on exprime des dettes. Donc, la comptabilité, c'est une représentation qui a toujours suivi les évolutions de la civilisation. Donc, si tu me permets, je vais reformuler ta question un peu différemment, merci. Eh bien, je vais la reformuler en disant pourquoi la comptabilité n'a-t-elle pas suivi la prise de conscience de la finitude du monde qu'on a maintenant depuis les scientifiques, ça fait quand même 50 ans ou même 100 ans qu'ils nous le disent. Et maintenant, justement, l'économie commence à dire, voilà, ça va plus. Il y a pas mal de gens dans le monde économique qui disent des fonds d'investissement, je pense à Fabrice Bodifet, il y a plein de gens qui nous disent que les limites sont là et qu'il faut se... Voilà. Alors, donc, pourquoi la compta n'a pas suivi aujourd'hui? Alors, maintenant, je viens sur ta question. Historiquement, la compta existe depuis absolument toujours. J'ai été surpris en préparant ce cours Satan et en remontant vraiment loin de comprendre qu'on a compté avant d'écrire. Tu as à l'Aurignacien, c'est-à-dire il y a 20-30 000 ans, tu as des bouts de bois ou des bouts d'os qui sont entaillés. Et il y a quelqu'un qui a compté un truc en mettant des entailles, tu vois. Cette personne était très très loin de savoir lire et écrire, pas d'écriture, et puis même on pourrait dire qu'il était loin des maths. On ne sait pas si on savait faire des additions à l'époque. 3 plus 2 égale 5, on ne sait pas vraiment. En tout cas, cette personne, elle a compté. Alors, est-ce qu'elle a compté des lunes? Est-ce qu'elle a compté le gibier qui rentrait, le tableau de chasse? Bon. Mais la compta, elle est arrivée, elle a toujours suivi le développement de la civilisation. Évidemment, au néolithique, c'est devenu très important de compter parce que quand tu as un troupeau, tu pars avec 28 chèvres dans la montagne et tu en as 2 mangés par le loup, 3 perdus, 10 nouveaux agneaux. Et là, assez vite, la mécanique se met en place de la communauté m'a prêté 28 chèvres, je reviens avec 34, bien joué. Cette année, c'est pas mal. Donc, elle a suivi la civilisation. Et pourquoi je dis qu'aux Lumières, il y a eu cette déconnexion, ce décollage de l'économie qui est devenu hors sol, en fait, et au point de, considérant la nature comme gratuite, prendre ce que la nature me donnait, le valoriser, le cramer, j'ai envie de dire, et produire mon profit avec, et jeter ce qui reste dans la nature. Eh bien, ça date vraiment des Lumières. Je vais prendre l'exemple de John Locke et son rapport à la propriété, qui est connu pour ceux qui ont fait de l'histoire un peu ou de la philo, parce que c'est des questions qui nous connectent à la philo. Il dit, quand je vais me promener, il se pose la question, qu'est-ce qui m'appartient? Et il dit, mon corps, il m'appartient, ça c'est sûr, il n'a personne d'autre et tout. Ensuite, quand je vais me promener dans la forêt, je vois des pommes et je les ramène chez moi. Quand je la mange, ce qui je l'ai déjà avalé, c'est à moi. Et finalement, comme j'ai fait l'effort d'aller ramasser ces pommes, elles sont à moi. Quand elles sont chez moi, elles sont à moi. Et quand déjà dans la forêt, quand je l'ai prise et j'ai porté sur mon dos, j'ai travaillé à la ramener, c'est à moi. Ça, c'est l'esprit que tu vas trouver chez un colon qui arrive aux États-Unis, irlandais, mi-19e, et on lui donne un lopin de terre qui est dans les grands espaces qui appartenaient à personne. En fait, j'appartenais à quelqu'un, mais ça, on va ignorer, les populations locales. Donc, ça fera lien à la colonisation dont tu parlais. On dit, c'est une terra nullius, c'est une terre qui appartient à personne. Je te la donne et par la valorisation, par ton travail, tu vas
obtenir la propriété de ce bien. Tu arrives dans un endroit, l'Irlande, où on t'a spolié de tes biens, on t'a forcé à faire des cultures qui ne marchaient pas, on a exporté ce qui faisait la famine chez toi, les productions. Et bien là, moi, je te dis que si tu travailles ce champ, il va être à toi et je te le garantis. Donc, c'est l'exploitation qui fait la propriété. C'est ça, exactement. La propriété, donc la comptabilité et l'économie, est fondée sur l'exploitation. Alors là, on arrive sur, évidemment, la colonisation, mes aventures coloniales, on arrive sur énormément de choses, et derrière, toute l'extension financière qu'on aura eue au XXe siècle, donc le siècle bourgeois du XIXe avec la technologie qui permet de produire énormément de valeur, ce qu'on peut appeler le propriétarisme, qui est un culte de la propriété individuelle aux dépens de la propriété commune, collective, comme les parties communes de ton immeuble. Là, tu vois, c'est un certain nombre d'individus, voire universel, comme le littoral en France, dont on dit que c'est un commun. En fait, le propriétarisme, il est monté au 19e, et je monte des textes dans mon cours Sator qui sont incroyablement violents, en disant « ce qui est à moi, j'en fais ce que je veux, et que personne vienne m'embêter ». C'est vraiment... Aujourd'hui, c'est quand même un discours récurrent de la liberté. Quand on dit écologie, quand on parle d'écologie, les premières réponses, c'est « non, je fais ce que je veux de ma vie ». Et je pense que le discours de liberté est de plus en plus prégnant. Et alors qu'aujourd'hui, on se rend bien compte tous de ce qu'il y a des concessions à faire sur notre liberté, c'est une évidence. Mais à mon avis, et j'ai pu valider ce point-là avec plusieurs personnes, bien renseignées sur ce sujet-là, le propriétarisme a culminé à la fin du 19e et au tournant du 19e, 20e siècle. Je vais te donner un exemple. Tu hérites de tes parents d'une très belle propriété qui est au bord de la mer, avec des bois et avec des étangs. Ouais. Au 19e, ce que tu négocies, c'est que tu vas mettre des murs partout pour que personne ne vienne t'embêter et que ta plage soit à toi. Tu vas faire des coupes rases sur ta forêt parce que tu as envie de voir la mer. Et puis, tu vas mettre des carpes ou des étangs, des trucs dans ton étang. Tu vas le reconfigurer façon japonaise et très bien, aucun problème. Aujourd'hui, tu peux faire aucune de ces trois choses. Donc, en fait, la dimension commune de la propriété a regagné au XXe siècle. Je suis en droit, là, je ne suis pas en économie. Elle a regagné sur la propriété exclusivement individuelle. Eh bien, ce que je crois aujourd'hui nécessaire, c'est qu'on revisite également, d'un point de vue économique, la responsabilité collective de ce que je possède, mon capital. J'en fais ce que je veux. Moi, entreprise, mon activité économique, j'en fais ce que je veux pour mon actionnaire, certes, mais il y a des enjeux collectifs de biens communs qu'il te faut intégrer dans la gestion de ton entreprise. Mais tu vois, sur le propriétarisme et sur le premier qui exploite et le premier qui peut s'approprier les ressources, il y a un exemple que j'ai sorti, je pense, 2 ou 3 fois dans ce podcast, mais c'est début 2023, Coca-Cola qui se faisait attaquer pour utiliser l'eau de la nappe phréatique de Grigny, je crois, ou un truc comme ça. Et la mairie qui disait à partir de maintenant, Coca-Cola, vous ne pouvez plus utiliser cette eau parce que c'est un bien commun. Ils pompaient, je crois, 800 000 mètres cubes par an depuis les années 90 sans rien payer parce que du coup, c'est eux qui avaient installé le mécanisme de pompage. Donc on est exactement là-dedans, mais pour ces entreprises-là, qu'est-ce que ça changerait du coup de compter différemment? Comment est-ce qu'on ferait du coup là-dessus? Eh ben, ça changerait très, très fondamentalement là. Un business extractiviste comme ça, il faudrait qu'il chiffre le fait qu'il va pomper dans un capital naturel qui est partagé, et donc il faudrait qu'il chiffre une dette quand il va pomper parce qu'on a besoin de boire. Alors boire du coca c'est pas nécessaire, mais ça c'est un autre débat. Mais il pomperait et il essaierait d'estimer. Alors ça dépend des méthodes comptables. Il y a plusieurs comptabilités, plusieurs méthodes, plusieurs en France. On va certainement pas pouvoir rentrer trop dans le détail aujourd'hui, mais il y a des méthodes qui se fondent, comme la méthode CARE, qui est peut-être la plus connue en France, qui a fait l'objet du plus gros effort de recherche et d'expérimentation. Eh bien, cette méthode, elle va partir des coûts de préservation de la nature. C'est-à-dire, elle va dire, si jamais je devais rétablir l'écosystème en bonne santé, la santé écologique, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Eh ben, si tu me dis que tu as pompé 3/4 de la nappe, il faudrait que tu te préoccupes de la re-remplir, en fait. C'est tout, c'est tout. Si tu bétonnes un pré où il y a des vers de terre et des semences dormantes, eh bien, tu as bétonné ça, il faut que tu remettes en état. De même que les mines, à la fin de leur exploitation d'une concession minière, Jared Diamond montre bien ça dans le Montana, très tôt, dès les années 70, mais je parlais avec quelqu'un du ciment qui fait des mines d'argile et des extractions d'argile et de calcaire, c'est pareil en France, tu remets les choses dans l'état où tu as trouvé. C'est normal. Et dans le cas de Coca-Cola, du coup, comment on fait ils auraient des coûts à prendre sur leurs profits.
Parce que comme tu l'as dit, ce qu'ils ont négocié, c'est une concession où moi j'installe toute ma machine, ça va me coûter très cher pour pomper, parce que vous, la mairie, vous n'y arriverez jamais. Moi, je connais ça. Donc voilà, et puis je vais vendre mon coca, et donc voilà mon profit. Et bien, sur ce profit-là, demain, il faudrait dire, hop, il y a une partie que je vais prendre pour remettre en état. Mais ça rend pas de l'eau, du coup. Enfin, c'est compliqué. Alors, c'est comme de la compensation. Dans un certain nombre de cas, c'est difficile de je peux pas te exactement dire, je peux pas te dire ce que ferait Coca-Cola pour remettre l'écosystème en bonne santé. Je peux pas te le dire. Évidemment, il y a des principes de compensation super choquants. S'il achète un produit bidon au Groenland pour dire, voyez, c'est bon, vous inquiétez plus, c'est sous contrôle. Évidemment que c'est choquant. Mais justement, la comptabilité, c'est la transparence. Et donc, moi, ce que je te dis, c'est que j'appelle de mes voeux le jour où Total va publier des comptes en disant je fais plus 3 millions financiers parce que voilà, mes coûts de machine, ça c'est public. Du point de vue de la nature, je fais moins d'10 millions, mais bonne nouvelle, j'ai quand même pris 1 million de mes 3 millions pour le mettre de côté parce que je pense qu'il va me permettre de rétablir au moins à moitié, admettons, si ça j'invente, je rétablis la moitié du dommage que je crée en prenant un tiers de mes profits, je dis n'importe quoi, et voilà comment je vais utiliser ça. Après, on va regarder la manière dont, année après année, Total va rembourser sa dette écologique. Est-ce qu'il aura fait effectivement ça? Et ça se verra. Donc en fait, tu auras 3 comptes de résultats. Tu auras un compte qui est le financier, un autre qui est l'économique, qui est l'écologique, pardon. Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu de la nature? Et le financier, c'est qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu de mon actionnaire? Et le social, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu de la société, tu vois? Et ces 3 comptes, ils sont pas compensable, tu peux pas dire je bousille la nature, mais c'est pas grave parce que je fais du profit, ça n'a aucun sens. Et ça, si on sort ces comptes-là, personne voudra faire ça, c'est pas possible si tu veux. Et ce que ça permettra d'éviter, c'est une boîte qui fait 3 millions de profits, 10 millions de pertes écologiques, qui investit 15 000 balles dans une forêt au Gabon et qui te dit sur son site web en énorme, regardez, je suis régénérateur de forêt au Gabon. Parce que 15 000 moins 10 millions, c'est juste ridicule, quoi. Et ben, ce qu'on veut faire en compta, c'est avec des chiffres fiables, parce que la compta, c'est fiable. Quand Total publie ses chiffres, tout le monde râle, mais personne ne râle sur le chiffre d'affaires de Total ou le montant de produits intermédiaires de schiste bitumineux en stock chez Total. Personne ne râle, parce que si le chiffre était faux, ils iraient en prison, de toute façon. Donc, c'est connecté à la loi. Donc, aujourd'hui, on n'est pas mûr pour le faire parce qu'on fait des recherches et il y a des gens qui cherchent à chiffrer ces services écosystémiques. Le pari, il est de dire que comme la compta a réussi à chiffrer des trucs incroyablement difficiles, tu regardes la supply chain des semi-conducteurs qu'il y a dans ton matériel électronique là, c'est incroyable comme elle est intégrée au niveau mondial. Est-ce qu'on connaît les niveaux de stock, les variations et tout? Le prix de revient, c'est magnifique, ça s'est fait pendant des années. Au début, ils étaient faux, il s'est affiné. Aujourd'hui, c'est une belle mécanique. Eh ben, on veut construire une mécanique comme ça. On en a pour des années, mais c'est ce qu'on veut faire, voilà. Ok, super intéressant. Effectivement, ça a l'air très très systémique parce que c'est au niveau de l'entreprise, au niveau de la loi. Il faudrait des commissaires aux comptes écologiques. Exactement. Il faudrait que chaque entreprise soit en mesure d'être transparente de la même façon que sur ses comptes financiers. Il faudrait que déjà on sache effectivement comment faire pour pour avoir la valeur réelle de l'impact. Donc en fait, on va encore... J'ai l'impression que c'est presque une sorte de bilan environnemental, mais comme si on prenait un bilan carbone aujourd'hui, qu'on l'ouvrait, qu'on le faisait devenir beaucoup plus important, et qu'on essayait vraiment d'avoir tous les critères d'impact possibles, et qu'en plus, on les chiffrait et on donnait leur valeur économique dessus. Absolument. Et pour toutes les entreprises, que ce soit dans l'industrie, dans les services. Donc c'est mondial et systémique et monumental. Absolument, c'est monumental, c'est mondial. On a préparé une tribune là qui va sortir dans la presse prochainement et on appelle de nos voeux quelque chose de mondial. Aujourd'hui, c'est pas le cas du tout. Aujourd'hui, l'Europe est très avancée dans ce qu'on appelle le reporting extra-financier. C'est pas de la compta, c'est juste des déclarations, mais c'est déjà énorme et ça va être un énorme chantier que les grandes entreprises européennes et même extraterritoriales, l'Europe commence à faire de l'extraterritorialité, soient contraintes de dire déjà ce qu'elles font comme impact. Et en matérialité forte, double matérialité, c'est une matérialité d'impact. Je dois dire tout ce qui touche la nature, pas seulement ce qui va toucher la valeur de ma boîte. Donc c'est quand même vachement important cette avance. Et puis derrière, il y a une vision américaine, on les oppose parfois, elles vont toutes les deux dans le bon sens, mais il y en a une qui va plus loin que l'autre. Mais donc on va effectivement vers un changement de fond, mais sur lequel je pense que l'Europe peut jouer un rôle pionnier comme elle a joué sur plein de sujets.
comme par exemple la protection des données personnelles. Tu étais peut-être encore au berceau au début des années 2000, mais moi, je peux te dire... Ça va, tu étais déjà adulte. Et ben, je ne sais pas si tu te souviens du moment où on a dit, mais c'est génial ce Gmail et tout. Tout le monde était trop content. Et puis, il y a des gens qui nous ont mis une règle hyper contraignante en disant, attendez, il y a un deal, vous ne vous rendez pas compte, c'est qu'on utilise vos données. Il faut que vous soyez... Je vous force à être conscient de ça. Tout le monde entier a rigolé de l'Europe en disant, moi j'habitais en Chine à cette époque-là, ils font n'importe quoi, ils se mettent de la contrainte, ils se mettent des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, il y a 100 pays, plus de 100 pays qui ont des règles de protection de données directement inspirées de l'Europe. Hein. Donc on a montré qu'il y avait un enjeu civique qu'il fallait mettre dans la loi et au début tout le monde a rigolé et on a gagné cette bataille. Tu vois, on est des formalistes en Europe, nous on vote des lois sur ces sujets-là, sur les sujets sociaux environnementaux. Je sais que tu es Mr. Glucksmann dans le exact. Voilà. Donc il y a une culture de la responsabilité sociale et environnementale en Europe sur laquelle on a à tracer pour que ce changement systémique advienne. Mais il y a des moyens. Il y a des moyens de se protéger du moment où nous, on aura cette contrainte et pas les autres. Par exemple, la taxe carbone aux frontières. Tu sais que pendant longtemps, l'Europe a exporté des industries polluantes. Aujourd'hui, il y a une taxe qui a été votée. Si tu prends un panneau solaire chinois qui a une trace écologique bien pire que celle d'un Norvégien, je dis n'importe quoi, eh bien, tu vas payer cette trace à l'entrée, à l'importation. Donc, en fait, on a trouvé... Au début, on a fait un système horrible où il y a plein d'industries qui est partie pour aller chercher plus polluant mais moins cher ailleurs. Et ben, aujourd'hui, on va corriger ça. Donc, pour moi, c'est un mouvement long terme, systémique, comme tu l'as dit très justement, et qu'il faut faire advenir rapidement, au-delà de la CSRD. La CSRD, c'est une loi votée à l'été dernier de reporting. Moi, je regarde derrière, quand on ne fera pas seulement du reporting, rendre compte, on prendra en compte et on tiendra compte. C'est-à-dire qu'on changera la manière de faire. Si Coca-Cola faisait les comptes dont on parlait tout à l'heure, il y a fort à parier qu'il essaierait de minimiser un maximum l'impact sur la nappe, puisqu'il va payer sa remise en état d'ailleurs. Donc il essaierait, si tu veux. Et donc ça, c'est de l'opérationnel, c'est le modèle d'affaires qui est connecté à la compta et qui, si tu changes la compta, c'est en boucle. Hein. Ouais. Tu peux avoir une décision stratégique que tu vas mesurer en compta. J'ai dit que je baissais ma trace carbone de mes produits de 50%, j'en suis où? Donc ça, une compta pourra répondre. Et puis inversement, la compta va renseigner sur des choses qui vont impliquer et qui vont encourager le changement du modèle d'affaires. Voilà. Alors en fait, cette compta écologique, elle pourra réconcilier d'une certaine manière ou créer un langage commun entre les gens de la RSE dans les entreprises et les gens de la direction financière qui aujourd'hui sont sur des planètes différentes. Je vois. Tous les jours... la RSE qui fait de son mieux, mais voilà, et puis la DAF qui ne comprend pas, et ça bloque. Alors le dirigeant, le DG, il est perdu là-dedans, le directeur général, parce que s'il écoute la RSE et qu'il met tout ce que lui dit la RSE sur son site web et dans ses déclarations CSRD, qu'est-ce qu'il risque? Il risque des procès dans 2 ans, parce qu'il aura fait faire une étude de conseil, il n'aura pas trop compris les conclusions, il met ça sur son site web, il dit « moi, je régénère la nature à hauteur de temps ». Bon, eh bien... S'il fait ça, il prend un risque énorme. Ouais. S'il écoute son DAF, le DAF lui dit moi je vois pas la valeur de ce truc, c'est pas mesurable, c'est pas fact-checké, il y a 0, tu mets rien. S'il dit rien, c'est quand même dommage qu'il ne sache pas dire à des gens qui pourraient embaucher ce qu'il a fait pour la nature, ses projets RSE, si tu veux. Donc le pont entre RSE et direction financière, il faut absolument le poser pour que les entreprises soient pilotées d'une manière fiable et cohérente par rapport à toutes les facettes de la responsabilité. Ce qu'on dit souvent, c'est que la compta socio-environnementale, c'est de passer de la shareholder economy, le capitalisme actionnarial uniquement, c'est Friedman, les années 80, vraiment, et c'est de passer de ça au stakeholder economy, et toute la recherche en théorie des organisations, elle montre qu'aujourd'hui, une organisation doit prendre ses parties prenantes, tu vois. Et ben c'est ça qu'on fait, en fait, tu vois, puisqu'on aura des reportings qui pourront renseigner. Aujourd'hui, Total, on a des chiffres super précis sur les financiers, mais on dit qu'en Ouganda, vous abîmez la forêt de temps, et là, on part dans des débats où on ne sait pas où on en est. Ben, demain, on a une compta qui dit, moi, c'est ça le bilan, et qu'elle ait cette fiabilité. Il y a beaucoup de boulot de part et d'autre. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la partie qu'on a commencé à évoquer sur les enjeux les enjeux systémiques de comment est-ce que ça se met en place. Mais avant ça, pour être certain que tout le monde ait compris, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice. Imaginons que je suis un arbre, je suis dans une forêt,
Voilà, je suis à disposition d'une scierie et probablement que je vais être transformé en meuble. Comment est-ce que je serais comptabilisé aujourd'hui et comment est-ce que je pourrais être comptabilisé demain si on appliquait tout ce dont tu m'as parlé là? Je suis un arbre. Alors, Moi ou toi, ouais, nous sommes des arbres et nous sommes prêts à être arbres. Alors, il y a plusieurs manières de considérer ta valeur comme un arbre. La première, c'est la valeur d'usage. C'est que si je te coupe et que je fais des planches, je peux tirer 14 € chez Ikea. Donc, ça, c'est une valeur, mais complètement minimaliste. Ce que va faire la comptabilité socio-environnementale pour essayer d'estimer, encore une fois, c'est une estimation forcément sous la réalité, mais c'est pas grave parce qu'elle nous fait comprendre la valeur énorme de ce que la nature nous fournit. La valeur. Et cette valeur-là, on va la respecter, on va être redevable vis-à-vis de cette valeur. C'est le but de la valeur. Une valeur d'usage, c'est de dire tu es un arbre dans une forêt, forêt du Tronchet. Eh bien, il y a des gens qui se promènent dans cette forêt. Eh bien, ces gens, comment ils valorisent le fait d'avoir vu cet arbre? Ça, c'est de la valeur. Et donc, tu vas faire des sondages et tu vas faire des moyennes. Par exemple, au Canada, ils ont beaucoup avancé là-dessus. Dans une ville où il y a un bois à côté, ils vont demander aux gens, tu peux penser au bois de Boulogne à Paris ou au bois de Vincennes, tu vas demander aux Parisiens, votre promenade, imaginez, demain, je vous enlève le bois de Boulogne, vous seriez prêt à payer combien ou devient payant? Alors, c'est dur de poser la question parce que c'est horrible. Hein. Mais imaginons que vous n'ayez plus de bois de Boulogne, combien vous seriez prêt à payer pour qu'il revienne? Moi, je mets 25 € pour me promener le dimanche là-bas. Ou bien plus ou moins, et tu fais des moyennes avec des méthodes statistiques et tu en estimes à peu près que pour les Parisiens, la valeur récréative du bois de Boulogne, donc des arbres qu'il compose, c'est beaucoup plus que les 12 € si tu veux. Donc, tu en ajoutes une couche. Tu as des gens, après, on tombe sur des éléments un peu philanthropiques, mais qui ne sont pas moins importants. Tu as des gens qui disent, moi, je suis content que le bois de Boulogne soit là, juste parce qu'il est là, même si j'y vais pas. Donc, c'est une valeur très indirecte, si tu veux. Il y a des gens que je trouve extrêmement respectables qui te disent, moi, je donne de la valeur au bois de Boulogne parce que mes enfants pourront en profiter. Voilà, ils pensent à ça, ils disent, c'est la valeur pour les générations futures. Toutes ces valeurs-là, tu vas pouvoir essayer de les estimer. Et tu vas arriver à un prix de l'arbre qui, je pense, sera supérieur à 12 €. Et donc, si un projet te dit que je coupe cet arbre parce que comme ça, je gagne 12 € pour Ikea, eh bien... ou pour accélérer de 12 minutes le trajet pour aller de Castres à Toulouse. C'est ça, voilà, exactement. S'ils ont ceux qui fâchent. Exactement, voilà, voilà. Eh bien, si tu dis ça, il va falloir montrer que la valeur de ton projet ou que ton projet va essayer de compenser pour beaucoup plus. Ces platanes, ils sont magnifiques. Moi, je suis ému quand je vois je me promène en province, c'est des belles rangées d'arbres. Qu'est-ce que c'est beau! C'est vraiment... Et ben, cette beauté-là, si tu veux la casser, il va falloir la payer. C'est ça qu'on dit, en fait. On ne va pas dire que l'homme va arrêter de casser des beautés naturelles. Et de toute façon, c'est des arbitrages qui seront faits à des niveaux locaux. Mais on veut un mécanisme où on sache, si tu veux péter cet arbre, qu'il vaut plus que des planches ou un accès, si tu veux. Tu vois, tu vas devoir justifier. Mais alors là, tu vois, on a parlé beaucoup en coût de la nature, parce que tu me dis, oui, ça a un coût de régénération. Mais tu vois, j'ai bien préparé cet épisode. Il y a un rapport de Delannoy de novembre 2016, donc pour Ségolène Royal en 2016, pour la ministre de la Transition écologique. Je vais le lire parce que sinon je m'en souviendrai pas. Mais en gros, qui explique que la biodiversité contribue à l'économie française via les dépenses directes et indirectes liées aux actions de protection. Et en gros, ils ont évalué, parce que du coup, je me suis dit, autant essayer d'aller dans les chiffres économiques pour essayer de mettre une valeur là-dessus. La création ou le maintien, donc les activités de protection de la biodiversité participent à la création ou au maintien de 35 000 emplois, contribuent au PIB national à hauteur de 2,5 milliards d'euros. Là, on parle de la France. L'effet multiplicateur de la dépense liée à la biodiversité est significatif. Chaque euro dépensé pour sa protection génère 2,64 € de production et 1,31 € de valeur ajoutée. Et donc, en fait, ce que ça dit, c'est que là, on parle beaucoup en fait, on oppose un peu le profit que tu peux faire et la destruction de la nature et que du coup, il faut soustraire l'un à l'autre dans ta compta générale. Mais en fait, là aussi, ce qu'on dit, c'est que faire ces dépenses de protection de nature, ça amène un PIB supplémentaire, donc il y a une valeur économique supplémentaire. Ça, on n'en a pas encore trop parlé. Comment est-ce que ça s'intègre du coup? Alors, je suis totalement convaincu par les 5 lignes que tu viens de lire. Je ne suis pas capable de les commenter en disant s'il y a plus, s'il y a moins sur les chiffres qui sont macroéconomiques. Mais je vais te prendre un cas micro
que je connais. Je n'aurai pas forcément de chiffres parce que j'ai des gens que j'aide à avancer et que j'accompagne sur cette démarche-là. Mais je vais quand même te dire, illustrer ça au niveau d'une entreprise. Voilà. C'est une entreprise qui s'appelle Fleurs d'ici et qui fait des fleurs locales, en fait, dans l'ouest de la France et un peu partout, maintenant, elle a une couverture nationale. Quand tu fais des fleurs locales, tu évites d'acheter les roses qu'il y a en dessous chez le fleuriste, là, en février, qui viennent en fait du Kenya, qui sont produites dans des conditions épouvantables sanitaires pour les gens là-bas, qui sont cueillis 10 jours avant que tu les aies et qui arrivent bourrés de produits qui sont interdits en Europe, que tu peux voir si tu fais analyser en labo ton bouquet, et surtout qui ont participé à la destruction de 90% des emplois de l'horticulture en France depuis les années 70. D'accord ? Je suis plus vieux que toi. Quand j'étais petit, j'avais des serres souvent dans les bourgs quand tu les quittais en province. Eh bien, aujourd'hui, tu vois quasiment plus. Il y a encore dans le Var, il y a très peu d'horticulture en France. Ce sont les Hollandais qui ont, par une performance redoutable économique, mais alors écologiquement, c'est autre chose, qui ont trusté complètement ça. Quand tu cherches à revitaliser le tissu par cet usage des fleurs locales, comme les fruits locaux et les produits locaux, eh bien, tu vas peut-être dégrader la qualité standard de la rose de la Saint-Valentin. Ta belle-mère n'aura pas le même bouquet, mais tu vas diminuer un impact carbone énorme. Un bouquet de 25 roses, c'est un Paris-Londres en avion, d'accord ? Quand tu achètes au pire, quand tu achètes en février un bouquet de 25 roses, c'est comme si tu allais à Londres en avion. Ça, les gens ne le savent pas. Ok, non, pas du tout. Ouais. Bah, pas du tout. Tu vois, alors, les passionnés de fleurs... Je savais qu'il fallait éviter les grandes chaînes fleuristes. Les grandes chaînes, ça vient du Kenya. C'est allumé jour et nuit. Elle n'a pas de jour et de nuit, ta rose, là, mais elle a bien poussé. Elle est bien standard, comme il faut. Mais donc, surtout, ce que je veux venir, c'est les bénéfices, si tu veux. Qu'est-ce que je fais quand je fais ça ? Je vais aider les gens qui vont s'installer en néo-ruraux, tu vois, faire de la polyculture, élevage, des coopératives de fermiers qui font à la fois, tu connais tous ces mouvements. Je vais les aider parce qu'ils vont faire 200 mètres carrés de pivoine. C'est pas énorme, enfin, ça va aider dans leur... Et puis, au moment de la pivoine, ils vont aller vendre ça en local, tu vois. Et c'est justement, cette société s'occupe de toute la chaîne logistique. Et donc, je vais recréer des emplois et je vais recréer une filière, en fait, qui a disparu, qui a été massacrée par la globalisation, je sors ce mot-là, qui est une recherche d'efficience à n'importe quel coût écologique, et ce qu'ont mené nos amis hollandais. J'aime bien la Hollande, mais leur business, les impacts environnementaux de leur business de la fleur, celui-là, je l'aime pas. Voilà. Ok, très clair. On parlait du coup de la complexité de mettre... parce que je reviens du coup à ce que j'avais dit, de ce dont on allait parler. On parlait de la complexité du systémisme de la transformation. C'est d'abord une question de standard, la comptabilité aujourd'hui. C'est quoi la difficulté de faire adopter des nouveaux standards ? Donc on a deux types de comptabilité. Il y a la comptabilité américaine, la comptabilité européenne. En gros, j'ai l'impression, dans les standards. Comment est-ce que c'est possible dans les... allez, disons, on a beaucoup de deadline à 2030 sur la partie climat, sur la partie biodiversité, sur les limites planétaires. Est-ce qu'en 2030, on pourrait voir des nouvelles standardisations qui sont mises en application dans les entreprises, ou est-ce que c'est encore un peu trop tôt ? Je commence par un oui teinté d'optimisme et d'espoir, les deux. Maintenant, je développe. Ta question, elle est super intéressante. Je voudrais d'abord dire que ce n'est pas tellement la France qui décide de ces normes comptables, c'est l'Europe aujourd'hui. Donc, il y a un organisme qui s'appelle l'EFRAG, qui travaille déjà beaucoup avec Patrick de Cambourg, travaille déjà beaucoup sur les questions de reporting extra-financier, mais je crois avoir montré la manière dont la compta, ça va aller plus profondément, en lien plus étroit, plus de levier sur le modèle d'affaires. Donc, l'Europe, nous préparons un plaidoyer qu'on va essayer de porter au Parlement européen prochainement. L'Europe sera l'instance qui va décider de nouvelles normes comptables applicables aux entreprises françaises. D'accord ? Même s'il y a en France, évidemment, l'ANC, l'autorité des normes comptables. Voilà. Tu as parlé d'une différence entre France et États-Unis. Si tu faisais référence par là à la comptabilité en coût historique ou en coût de fair value, de valeur actuelle. Bon, je n'avais pas ces connaissances-là. Il y a un vieux débat, mais qui est un petit peu quand même passé aujourd'hui. On va dire que la comptabilité continentale européenne en coût historique a globalement perdu une bataille vis-à-vis d'une comptabilité qu'on peut appeler anglo-saxonne en valeur actuelle.
Là, je pense qu'on rentre trop dans de l'expertise, mais c'est un sujet passionnant. Hein. Mais je vais juste résumer par une phrase très importante. Pendant longtemps, on a considéré que la valeur d'une entreprise, c'est que je prenais toutes ces transactions passées et ça me disait, voilà, ça me dit, est-ce que ça vaut l'entreprise puisqu'ils l'ont déjà fait. Ensuite, on a dit, mais non, c'est pas ça. Par exemple, si j'avais acheté un immeuble, je vois un immeuble en face de moi, il y a 20 ans, je l'avais acheté tant. La valeur actuelle, elle te dit, non, s'il vaut tant aujourd'hui sur le marché, même si c'est plus, je prends la valeur. Parce qu'elle est déjà là et il est à toi là, et il vaut très cher. Donc c'est plus précis de dire, si tu devais vendre la boîte demain, tu aurais le prix d'aujourd'hui de cet immeuble. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément très prudent. Hein. Avant, on le faisait, mais que quand ça baissait, en fait, le principe de prudence. Donc, la compta du présent, elle nous amène à des fluctuations et à ce que j'appelle une tyrannie du présent, une volatilité terrible qui est celle de la... Ça permet à Elon Musk d'acheter Twitter avec des collatéraux de sa boîte de Tesla dont il n'a pas la propriété des actions en direct. Voilà, c'est exactement ça, Xavier. Et puis, je vais te donner un chiffre aussi, c'est que sur certains marchés américains, je crois que c'est le Nasdaq, je ne suis pas certain, mais certains marchés américains, la durée de détention d'une action aujourd'hui, c'est 2 jours et demi. D'accord ? Une action sur les marchés actions, dans ce qu'a dit le capitalisme au début, hein, c'est que tel entrepreneur, moi je suis investisseur, j'ai regardé ce qu'il faisait, Elon Musk fait des voitures, j'aime bien, je lui confie mon argent parce que je pense que sa stratégie est bonne et que les fruits de sa stratégie vont me bénéficier. Bon. Ça, c'est d'accord, mais quand tu fais ça en 2 jours et demi, il n'a pas le temps de changer la face du secteur automobile mondial. Tu fais juste ça parce que tu penses que demain, quand il va déclarer ses chiffres d'affaires, ça sera un peu plus que ça, donc il y aura plus 3%, et voilà, en 2 jours, je fais 3%. Bon, ça, on est éloigné du compagnonnage entre l'actionnaire et le dirigeant sur lequel s'était fondé le capitalisme. Tu veux, on est dans la spéculation. Je pense qu'il y a peu de gens pour contester ça. Donc en fait, nous, ce qu'on dit avec comptabilité socio-environnementale, c'est que fini le coût historique, parce que c'est vrai qu'il est retardé d'un cran. Ouais. Fini la valeur actuelle, là, parce qu'elle nous soumet à la tyrannie du présent et à des mouvements browniens spéculatifs difficiles. C'est la comptabilité de l'avenir, tout simplement. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand Coca-Cola fait sa source, eh bien, je pense à reconstituer Mana. Bah, ça, c'est ce que j'appelle une comptabilité d'avenir, c'est-à-dire qu'on garantit l'habitabilité de la planète pour les générations futures. C'est ça qu'on veut faire. Et alors, comment ça se traduit donc dans votre tribune et Alors, dans nos activités, donc là, on a fait un projet que j'ai trouvé vraiment... Ça, c'est avec Tech for Life ou Voilà, Tech for Life, c'est la société Tech for Life, et avec d'autres gens. Hein. On a fait avec des membres du cabinet RSM, un cabinet d'audit, des grands cabinets français, et puis avec des étudiants d'une association de l'école de commerce HEC qui s'appelle HEC Impulse, qui consiste à détacher des étudiants pendant 5-6 mois sur des projets qu'ils trouvent intéressants, projets impact. Hein. D'accord. Ton podcast est vraiment sur l'impact, et je signale cette association qui est vraiment super. Donc, on fait un dossier, on postule, et puis s'ils sont d'accord, si les étudiants trouvent ça intéressant, ils te donnent 5 étudiants pendant 6 mois. Et c'est super parce qu'on a eu des gens extraordinaires qui nous ont même questionné, challengé dans nos trucs, et on a fait un recensement et des retours d'expérience de mise en œuvre de comptabilité socio-environnementale. Parce que je n'ai pas répondu complètement à ta question, il y a des standards, mais il y a aussi des pionniers qui essayent. Ouais. Le standard, c'est top-down, ça descend, c'est voté à Bruxelles, et puis maintenant, il faut le faire, c'est SRD. Mais il y a des pionniers qui essayent, il y en a plein, il y en a des dizaines. Et bien, ce qu'on a voulu faire dans cette étude, et ces dizaines-là, elles vont venir nourrir la future norme. Tu vois, en disant, moi, ça veut dire qu'en tant qu'entreprise, aujourd'hui, tu as le droit de faire une compta qui est différente de celle des normes. Tu ne vas pas dire, j'ai provisionné tant pour les bénéfices écologiques, et donc je ne paye pas d'impôt à Bercy. Oui. Donc là, on tombe sur le ministère de la Transition, le ministère de l'Économie, qui ont des intérêts un peu divergents. Il y en a qui veulent financer et d'autres qui veulent que les boîtes fassent du profit et qu'elles payent des impôts. C'est normal, c'est un conflit d'intérêts structurel, mais qui se manifeste là. Alors, ce projet Cube, eh bien, on a fait ce recensement, on a listé des dizaines d'entreprises, on en a interviewé comment ça s'est passé, ça a duré plus longtemps, pas directement les entreprises, pas les méthodes comme CARE dont j'ai parlé, ou Lyft, ou Goodwill Management. Il y a plusieurs méthodes, compta universel, il y en a 6 ou 7 en France. Eh bien, on a interrogé les entreprises qui, de manière pionnière, volontaire, avaient essayé. Et on leur a dit comment ça s'est passé, est-ce que vous avez réussi à déployer, vous avez fait un pilote, vous avez quelles leçons vous en retirez. Et c'était passionnant de recueillir tout ça et d'essayer de le partager et de le communiquer. Donc on a fait une réunion de présentation à Paris. Et puis, on écrit une tribune qui va sortir bientôt dans la presse nationale. Et puis ensuite, on va mobiliser des eurodéputés. On connaît plusieurs eurodéputés pour aller faire parler
les étudiants qui nous ont aidés au nom de notre projet Cube, pour les faire parler et dire à la communauté européenne, nous, on va faire carrière dans le monde des affaires, on va tenir des responsabilités, on n'a pas envie d'être sur des comptes qui racontent un tiers de l'histoire. En fait, On voudrait bien avoir des comptes qui vont nous permettre de piloter le business de manière équilibrée, parce que c'est ce que veulent les jeunes HEC aujourd'hui. Et donc voilà, c'est ce plaidoyer-là qu'on va essayer de porter à la communauté européenne. Ok, ce serait quoi, avant de boucler cet épisode qui dure depuis déjà bien 50 minutes, si tu avais un conseil à donner à une entreprise qui produit des produits, pas forcément des services, mais plutôt du produit, quelque chose d'assez matériel, ce serait quoi la première étape pour essayer d'intégrer quelque chose, même si on ne fait pas tout d'un coup? Est-ce que c'est compliqué? Ce serait quoi la première étape qui te paraît la plus importante? Je vais en dire plusieurs si tu veux bien. La première, c'est formez-vous à ce que sont les comptabilités socio-environnementales, parce que n'attendez pas qu'une norme soit publiée par votre expert comptable, parce qu'il y a des expérimentations. Ouvrez les yeux sur ce qui est aujourd'hui disponible en termes de comptabilité socio-environnementale, les gens qui ont essayé, ce qu'ils en ont retiré. Il y a déjà de la pratique, vraiment beaucoup. Il y a des groupes qui font ça complètement. Et donc, ouvrez les yeux, formez-vous. Les étapes suivantes, ça sera de choisir une méthode pour se jeter à l'eau s'ils le souhaitent. Et là, il y a un choix qui est un peu difficile entre le niveau d'ambition, on parlait de Kerr tout à l'heure, qui est extrêmement ambitieux, et le niveau d'accessibilité. Mais le problème, c'est que si on choisit vraiment le total accessible, on tombe sur des choses pas forcément... voilà, il faut voir ce qui est faisable, en fait, pour vous. Et à ce moment-là, expérimentez. Voilà mon conseil. Écoutez, expérimenter. Voilà les deux verbes que j'ai envie de dire pour tester ça, en parler autour de vous, connaître des gens qui le font, parce que si vous ne le faites pas, ça va venir sous la forme de la coercition avec la norme CSRD qui va vous tomber tout à coup. Vous êtes une PME qui fait des produits. Tout à coup, vous travaillez pour un grand groupe, Michelin, je dis n'importe quoi, qui va vous dire, moi je suis CSRD, donc maintenant il faut me déclariez tout ça, parce qu'on va dans les scopes 2 et 3. Et donc, vous allez devoir remplir des formulaires. Alors que là, ce qu'on vous propose, c'est d'essayer de mesurer ce que vaut votre entreprise, pas seulement vis-à-vis de l'actionnaire, mais ce qu'elle vaut aussi vis-à-vis de la nature. Si vous détruisez la nature à tout va, elle ne vaut pas grand-chose. Elle est même, on pourrait dire, en faillite écologique. Et si vous voulez mon avis, si vous ne faites rien, dans quelques années, on va vous en reparler de la faillite écologique. Et c'est quand même un process qui est quand même légal, si tu veux. La faillite, c'est au tribunal. C'est un terme... inventé ou c'est un terme J'ai posé la question à Emmanuel Faber qui intervenait au Bernardin récemment. Il m'a dit oui, le terme est intéressant, mais il n'a pas tellement développé. La faillite, c'est quoi? Tu es dirigeant d'une entreprise. J'ai été dans une entreprise à un moment qui avait des difficultés. Les actionnaires t'ont passé 1 million. Tu as perdu 200 000, puis 250 000, puis encore 100 000 cette année. En fait, la moitié de ce que les gens t'ont donné, tu l'as cramé. Et voilà, c'est ça. Eh bien, il faut que tu ailles au tribunal, dire excusez-moi, moi, j'ai des employés, j'ai des stocks, j'ai des fournisseurs. Je suis en train de mettre en danger ça, ma boîte est en danger. Donc, je vous déclare que je suis en redressement, je ne sais pas quoi, puis il y a des tas de procédures. Donc, l'idée, c'est que quand tu as cramé ce qu'on t'a donné, actionnarial, tu es obligé d'aller te mettre sous la protection de l'État. File for protection en anglais. Et donc, cette idée-là, moi, je pense que, alors là, c'est pas demain, c'est après-demain, parce qu'il y a une connexion avec le juridique, mais une boîte qui en fait est écologique, qui ne sait pas redresser son activité du point de vue écologique par des chiffres, la compta. Donc d'abord, on va faire la compta, puis après, on verra comment on tient la barre. Mais une boîte, moi, je pense qu'on devra l'appeler en faillite écologique. Voilà. Et donc, je reviens à ton conseil aux entreprises. L'évolution à long terme qu'on souhaite tous et qui est en train de se faire, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est que on demande la prise en compte des impacts. On les calcule avec une précision mauvaise aujourd'hui, mais ce n'est pas une raison pour dire je ne le fais pas, parce qu'on va avancer vers une précision accrue, comme la compta a avancé depuis 300 ans. Et donc allez-y pour ne pas vous laisser prendre par un étau qui sera beaucoup moins confortable, qui est celui de l'opinion publique, qui est celui des jeunes qui viennent travailler pour vous, qui est celui de l'appareil législatif. Voilà. Donc voilà. Super, écoute, merci beaucoup Florent, c'était super intéressant, j'ai appris plein de trucs. Si vous êtes encore là d'ailleurs en tant qu'auditeur, c'est probablement que vous êtes super content de l'épisode et que vous avez appris plein de trucs. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast et laisser un commentaire, ça nous aide énormément à avancer.
Merci beaucoup, Xavier. C'était un vrai plaisir de travailler avec toi. J'ai adoré de voir la manière dont tu rentrais dans les sujets et les questions que tu as posées. Merci beaucoup. Écoute, super, merci beaucoup. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.